Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans un nouveau podcast pour apprendre et progresser ensemble autour de la chaîne Xavki. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui se prête plutôt bien au mode podcast, c'est-à-dire c'est un concept. L'idée c'est de revenir sur les commit logs et les message queues, comprendre quel est leur rôle et quel est leur intérêt, pourquoi ça apporte autant que ça dans une infrastructure. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord un petit jingle et c'est parti. Alors pour ce podcast, ce que je vous propose, c'est un plan en deux parties. Première partie, on va découvrir ce que c'est qu'un commit log, une message queue, et ensuite une deuxième partie, on va s'intéresser à 5 sujets, la maintenance, la scalabilité, la flexibilité, le caractère asynchrone aussi de certaines parties d'infrastructure, et puis également la gestion d'événements. Donc commençons par commit log versus message queue. Le commit log, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bien, tout simplement, si on devait se le représenter, on est en forme podcast, je vais pas vous faire un schéma, mais imaginez-vous ça dans votre tête. Prenons une base de données avec une table qui est orientée en row, donc en colonne et avec des lignes. Et tout simplement, derrière, on a un applicatif qui va venir lire ligne à ligne. Et bien, pour lire ligne à ligne, en fait, ça représente un petit peu ce principe de commit log, c'est-à-dire le commit log, on a tendance à le représenter comme une file chronologique de messages qui sont accumulés les uns derrière les autres. Et finalement, ce qui se différencie notamment de la message queue, c'est pas qu'on va déplacer les messages, c'est-à-dire les prendre un à un, c'est qu'on va déplacer le curseur, l'applicatif, ce qu'on appelle l'offset finalement, au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on reprend notre exemple de base de données avec une table qui est en colonne, eh bien c'est comme si notre applicatif, au fur et à mesure du temps, avançait de ligne en ligne. Mais pour autant, les lignes qui sont déjà consommées, déjà regardées, déjà étudiées, eh bien elles ne sont pas supprimées, elles sont conservées en mémoire, soit un certain laps de temps, soit vraiment totalement, indéfiniment, ou soit également en volume aussi, on peut fonctionner comme ceci. Donc ça, c'est une des principales ou un des principaux éléments à retenir du commit log, c'est ce fonctionnement qui est finalement on déplace un offset et donc on peut se permettre de garder les messages stockés tout simplement, et vous allez voir que ça a d'autres intérêts du coup derrière. Ensuite, donc la queue, donc le message queue, c'est un fonctionnement qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va envoyer des messages alors si on prend RabbitMQ, ça va être un exchange, ou en tout cas un système qui est un petit peu en amont, qui va permettre de rediriger les messages dans des queues, et ces queues finalement donc vont servir à accumuler des messages, et de l'autre côté, on va avoir des consommateurs. Chaque consommateur va venir consommer des messages, et ces messages, au fur et à mesure qu'ils sont consommés, ils sont acquittés et ils sont finalement supprimés. Alors il existe des systèmes pour éviter ou en tout cas rejoindre le système qu'on a vu de commit log, mais c'est un fonctionnement qui est relativement différent puisque vous le voyez, si on veut revenir dans le temps, eh bien là, en l'occurrence, on peut pas le faire puisque les messages ont été supprimés, donc on ne pourra pas revenir dans le temps. Avec le commit log, potentiellement, si pendant une journée on fait de la merde, on va le dire entre guillemets, eh bien on va pouvoir revenir en arrière et se dire, ok, moi je veux rejouer tous les événements, tous les messages qui ont été stockés depuis une journée, je vais tout rejouer dans le même ordre et ça va être assez sympathique pour ça. De la même manière, si on veut avoir une plateforme de démo, de test, eh bien on va pouvoir fonctionner de la même manière. On va se dire, ok, je vais empiler des messages d'une journée, je vais les rejouer X fois de manière à tester ma nouvelle version d'applicatif. Donc ça, c'est assez sympathique. Sur le message queue, voilà, donc le fonctionnement est assez différent. On va venir récupérer les messages un à un et donc ces messages vont finalement disparaître. Leur but, c'est pas d'être stockés avec le modèle qu'on avait de base de données et de table. C'est un fonctionnement qui est très très différent. Attention, il existe quand même des systèmes qui permettent aussi quand même de s'y retrouver un petit peu, comme je vous disais. Donc ça, c'est aussi à garder en tête, et souvent l'enjeu de chacune des technologies de message queue, c'est d'essayer de permettre aussi de retrouver les qualités du commit log. Alors si on parle de technologie, commit log c'est par exemple Kafka, Pulsar, message queue c'est par exemple RabbitMQ, ZeroMQ et plein d'autres, Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc ça, c'était la première partie de ce podcast. On a donc en tête ces deux éléments-là, la différence entre commit log et message queue. Maintenant, on va faire un petit peu abstraction de tout ça et on va parler des concepts qui tournent autour de l'utilisation de ce type d'outils. C'est quelques concepts dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la maintenance, la scalabilité, la flexibilité, le caractère asynchrone d'infrastructure et la gestion d'événements. Ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Donc, première chose, la maintenance. Ces types d'outils vont permettre de faciliter généralement la maintenance
parties d'infrastructure. Pourquoi? Alors sur deux aspects importants. D'une part, eux-mêmes sont des systèmes distribués, que vous preniez Kafka, RabbitMQ ou autre, c'est des clusters, donc des systèmes en mode cluster, qui vont permettre aussi de gérer la performance un petit peu avec, puisque on a des systèmes distribués, on va avoir des systèmes de partitionnement, c'est-à-dire la capacité à répartir des messages différents sur différentes machines, différents serveurs quand on est en cluster, et ça va permettre aussi de répartir la charge. L'autre aspect important derrière tout ça, c'est la haute disponibilité aussi de ces clusters, que ce soit Kafka ou RabbitMQ. C'est-à-dire que si j'ai besoin de maintenir un de ces applicatifs, ou le système sur lequel il repose, je vais pouvoir le faire parce que je vais pouvoir sortir du cluster un nœud proprement et ensuite appliquer mes tâches de maintenance, les upgrades, etc. Donc ça, c'est pour la partie spécifiquement de l'applicatif lui-même qui gère le commit log ou le message queue. L'autre élément qui est important, c'est que dessus, on va brancher soit des producteurs, soit des consommateurs. Et on l'a vu, donc le but, c'est d'avoir des messages finalement qui vont être quand même agglomérés les uns derrière les autres, que ce soit en commit log ou en message queue. Dans un cas, ils disparaissent, dans l'autre cas, ils ne disparaissent pas. Néanmoins, s'ils ne sont pas consommés, ces messages, ils vont rester dans le topic ou la queue, c'est-à-dire l'élément, le buste de messages dans lequel ils sont stockés. Et derrière, ça veut dire que, par exemple, si je veux maintenir un consumer, donc quelque chose qui va consommer les messages de ces topics ou de ces queues, derrière, je vais pouvoir le sortir de mon infrastructure, stopper les machines, stopper les pods, stopper les containers, peu importe, on va pouvoir les stopper et reprendre là où on en était arrêté juste après. C'est-à-dire qu'on a un aspect stateful qui est maintenu et qui est géré vraiment très très fortement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Ça permet du coup d'avoir une très très bonne gestion de l'infrastructure, en tout cas des capacités de maintenabilité de ces parties, de ces briques d'infrastructure. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. De la même manière, et là ça rejoint du coup ce principe de maintenabilité, ça apporte aussi de fortes capacités de scalabilité. De la même manière que par exemple, je vous ai dit, on peut stopper des consommateurs et on va reprendre là où on en était, donc on a un caractère asynchrone, on a notre base de données, tant qu'on n'a pas consommé, ces messages sont toujours là et on va les rejouer dans le même ordre. Sur la scalabilité, c'est le même principe. Plutôt que de passer à 0, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est augmenter le nombre. Peut-être que à un moment de la journée, je vais tourner à un consumer et peut-être que à des pics, par exemple le soir entre 18 et 20 heures, je vais avoir besoin de scaler, c'est-à-dire augmenter le nombre d'applicatifs parce que je vais avoir beaucoup plus de messages. Ça, je vais pouvoir le faire facilement puisque mes messages sont consommés alternativement, donc dans l'ordre où ils ont été reçus. Et donc plus je vais avoir d'applicatifs, plus je vais les consommer rapidement, mais pour autant, je vais pas forcément en perdre l'ordre. Attention, je dis pas forcément, c'est pas toujours le cas, il faut bien veiller à ces éléments-là si vous avez une nécessité de prendre en compte ce paramètre, c'est-à-dire vraiment l'ordre strict des messages. Et l'ordre strict des messages, ça nécessite vraiment d'étudier très finement les applicatifs, éventuellement de stocker des états à côté. Ça, on en parlera probablement une autre fois. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et de la même manière, pour les producteurs, on retrouve cet aspect scalabilité qui est aussi très très important. Par exemple, on va pouvoir aussi scaler sur le nombre de messages que l'on a dans la queue ou dans le topic. Si on voit qu'on a beaucoup de retard sur la consommation de messages, on va pouvoir dire ok, le nombre de consommateurs, il va falloir que je l'augmente, et ça, on va pouvoir complètement l'automatiser grâce à du monitoring, de l'observabilité, et on va coupler ça par exemple à du Kubernetes, de la conteneurisation, mais pas forcément, et on va pouvoir forker, recréer des instances pour pouvoir consommer un petit peu plus vite le temps donné. Alors ça, on le retrouve, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent, par exemple dans les sites de e-commerce. Vous avez des très fortes variations, des vagues importantes au cours de la journée. À des moments de la journée, par exemple minuit, 1h du matin, vous allez pas forcément avoir beaucoup de commandes de trafic. Puis à d'autres moments de la journée, vous allez avoir vraiment besoin de beaucoup scaler de manière à pouvoir consommer ces messages qui sont par exemple des commandes. Donc ça, c'est un point important, la scalabilité. La flexibilité également. C'est-à-dire que derrière, ça permet un découplage des fonctionnalités qui est généralement lié à l'approche microservice des infrastructures. C'est-à-dire, imaginons, on va prendre un scrapper, c'est-à-dire quelque chose qui parse des pages web, c'est-à-dire qui récupère leur contenu. Généralement, c'est quelque chose qui peut être gourmand en CPU, éventuellement en RAM, et donc on va dire c'est une brique applicative qui a des spécificités. Derrière,
si je veux construire quelque chose de relativement monolithique, ce qui peut se passer, c'est que je me dis, bah voilà, je collecte des informations sur des pages web et je vais vouloir les écrire en base de données. Donc on va peut-être rajouter à cette brique qui est d'une part la fonction de scrapping, c'est-à-dire de récupération de l'information, on va rajouter une deuxième fonction au sein du même applicatif qui va permettre d'ingérer les datas dans la base de données. Là, on est en format monolithe, on va dire, quand on fait ça, et l'inconvénient, c'est que finalement, j'ai pas besoin du même type de ressources, que ce soit pour écrire dans la base de données ou que ce soit pour récupérer les éléments de la page qui va être scrappée. Et ça, c'est très très important. Le fait de découpler les deux fonctionnalités, on va pouvoir y mettre entre les deux, par exemple, ce type d'éléments, c'est-à-dire le commit log ou les message queue. Et qu'est-ce que ça va permettre? Tout simplement, ça va permettre de découpler les deux fonctionnalités. Donc notre produceur, ça va être celui qui va récupérer les informations sur nos pages web, il va les écrire dans les queues de messages, les topics, peu importe. Et derrière, ça va être consommé par notre consumer, donc qui lui a pour but simplement de récupérer les messages, de les écrire en base de données. Écrire dans la base de données, potentiellement, ça peut être très très rapide, et ça peut consommer très très peu de ressources finalement. Alors que, en amont, le scrapper, lui, par contre, il va avoir besoin de potentiellement plus de ressources. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir scaler vraiment plus finement, donc c'est l'histoire, si on devait le faire le parallèle, c'est les briques de Lego. Plus ma brique est grosse en termes de Lego, moins je vais pouvoir la placer partout, plus elle est fine, plus je vais pouvoir la mettre partout. Là, c'est exactement le même principe. Mon producteur, qui est relativement gros, je vais pouvoir le faire scaler du coup vraiment beaucoup plus par son profil, en tout cas, et adapter les VM qui, par exemple, que je vais utiliser, les pods que je vais utiliser, mettre plus de CPU, moins de RAM, et inversement, côté consumer, je vais pouvoir peut-être en avoir très peu de consumer, et spécifiquement avec le profil adapté. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. C'est ce que j'appelle la flexibilité, ça porte vraiment de la souplesse, et couplé à ce qu'on a vu auparavant, la scalabilité plus la maintenance, c'est quand même relativement intéressant. Ensuite, donc, on a aussi la possibilité, comme je vous disais, en termes de flexibilité, c'est de mirrorer les messages, d'une manière ou d'une autre. Attention, chaque outil dispose un petit peu de ses spécificités. Quand on est en commit log, c'est une certaine manière. Quand on est, ou en tout cas, c'est très très natif. Quand on est, par exemple, sur des message queues comme RabbitMQ, c'est beaucoup moins natif. Là derrière, néanmoins, ça apporte quand même une flexibilité qui est importante, c'est-à-dire le jour où j'ai besoin de double consommer ou de tester des nouvelles briques applicatives, je vais pouvoir les tester avec le flux de la production, puisque vous voyez que par exemple dans notre cas de ce qu'on avait tout à l'heure qui était le scrapper par exemple, je vais pouvoir récupérer les messages qui sont scrappés une seule fois et je vais pouvoir les dupliquer derrière et les mettre dans deux queues différentes, une queue qui va être ma queue de production, l'autre queue qui va être la queue de développement. Et toute la chaîne derrière, ça va pouvoir être ma chaîne de développement pour pouvoir tester les développements en question sur un flux de production. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi très très important. Alors vous voyez, je tourne mes pages parce que petit à petit, j'ai juste des bullet points, mais il y a tellement de choses à dire. Le caractère asynchrone maintenant, et ça c'est aussi quelque chose qui est très très important. C'est ce qu'on vient de voir tout de suite, c'est-à-dire c'est la capacité à arrêter des briques applicatives finalement. On stoppe la consommation, on la reprend quand on le souhaite, sous réserve bien sûr d'avoir la capacité de stockage sur ces outils-là, un commit log ou message queue. Et l'avantage c'est de se dire on peut fonctionner complètement en asynchrone. Si on prend notre site de e-commerce par exemple, notre site de e-commerce, j'ai beaucoup de commandes à un moment de la journée, et là qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit j'ai une infrastructure qui est scalable à volonté, et dans ce cas-là, je me pose aucune question, elle va scaler tout de suite, mais pour scaler justement, j'ai besoin de ce type d'outil généralement. Soit sinon, elle n'est pas scalable, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon infrastructure n'est pas scalable, eh bien, j'ai un problème. Il va falloir que je paye tout le temps une infrastructure qui est relativement grosse. Et que je sois dans le cloud ou hors cloud, ça a un coût relativement important. Ça a plus un coût important dans le cloud que hors cloud. Hors cloud, une infrastructure, quoi qu'il arrive, on la paye. Dans le cloud, on paye que ce qu'on consomme. Donc du coup, là, ça a un intérêt encore plus important dans le cloud. Et derrière, donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'à des moments de la journée, je vais empiler des commandes, mais je vais peut-être pas avoir besoin de les traiter tout de suite. C'est-à-dire que par exemple, si je considère entre 12h et 14h, j'ai beaucoup de commandes, je peux peut-être les faire en sorte qu'elles s'accumulent dans cette message queue, ça ne m'empêche pas que je vais les consommer toujours à un rythme donné,
Et puis finalement, je sais que le reste de l'après-midi est relativement soft, calme, et à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais garder toujours le même rythme de consommation, mais comme je redescends en dessous de mon rythme de croisière de consommation, je vais petit à petit reconsommer tout ce qui a été accumulé entre 12h et 14h. Et de fait, mon infrastructure, j'ai pas eu besoin de la faire scaler up, et j'ai réussi à tamponner, à gérer ça grâce au caractère asynchrone de l'infrastructure. Attention, ça n'empêche pas que c'est pas la technique qui fait tout. Derrière, il faut concevoir les infrastructures aussi pour qu'elles soient prêtes à gérer ces éléments-là. Ensuite, il y a la gestion d'événements. Alors ça, on va le prendre sous forme d'un exemple. C'est ce qu'on appelle l'event driven. On va reprendre l'exemple du site de e-commerce. Qu'est-ce qui se passe dans un site de e-commerce généralement ? On a des clients qui se promènent sur des pages et à un moment donné, ils font un panier et qui débouche sur une commande. La commande, elle est unique, mais derrière, elle enclenche différentes actions. Pour réaliser ces différentes actions, on a besoin des caractéristiques de la commande, que ce soit pour préparer un colis en logistique, donc ça va être par exemple juste faire le colis dans l'entrepôt, mais ça va être aussi peut-être de prévenir le transporteur qu'il y a un colis qui est en préparation, donc ça fait deux éléments de fil finalement. On a également le fait que il faut faire payer notre client quand même, on travaille pas pour rien non plus, donc il va falloir préparer la transaction, réaliser la transaction, donc ça c'est un autre élément. Et puis par exemple on va envoyer bien sûr un email de confirmation à notre client pour lui dire ok, ta commande elle a été passée et tu risques d'être livré d'ici 3-4 jours, etc. Donc ça c'est des files différentes, néanmoins chaque file différente va consommer le même message, c'est-à-dire la commande. La commande elle va contenir les pièces, le nom de la personne, etc. Éventuellement plus ou moins dans le détail suivant la conception de l'infrastructure, mais en tout cas c'est un événement. On va dire ok, j'ai reçu la commande X, et c'est elle qui va déclencher la mise en colis, c'est elle qui va déclencher la transaction, c'est elle qui va déclencher l'email. Et donc c'est là où on parle d'événements, c'est des événements, et chacune des briques qu'on a vues, donc le mail par exemple, ça va être un applicatif ou un groupe d'applicatifs qui va se charger d'envoyer le mail. La transaction, ça va être un autre groupe d'applicatifs qui va le réaliser, la gestion des colis également. Et donc derrière, vous voyez, on commence à décrire une infrastructure de microservices qui est basée sur des événements, et l'intérêt derrière, ça va être d'éviter de dupliquer la donnée entrante qui est la commande. La commande, je vais l'écrire une fois pour toutes dans mon fameux topic, par exemple, donc en mode commit log, donc je vais insérer petit à petit des messages qui vont être chacun une commande, et finalement, je vais avoir ma fameuse table des commandes, si on devait faire le parallèle avec la base de données. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Chaque applicatif va lire à son rythme la table en question, le commit log. Il va pouvoir le dépiler et faire avancer son propre offset lié à chacun des applicatifs. C'est-à-dire que si j'ai un applicatif d'email qui va très vite, lui, il va pouvoir envoyer des mails à la volée relativement de manière synchrone, Et donc derrière, il va pouvoir suivre les choses à son rythme. Il fait évoluer l'offset très très vite. Et puis par contre, par exemple, les transactions, ça peut être peut-être plus long. Ou peut-être les colis, peut-être ça va être plus long avec peut-être l'intervention d'humains, je sais pas. Et derrière, ça va être relativement moins synchrone et relativement plus asynchrone. Et derrière, l'offset va avancer plus lentement. Donc ça, vous voyez que c'est un caractère très très intéressant, ce type de fonctionnement. On pourrait prendre le même parallèle, par exemple, si on prend une grande chaîne d'hôpitaux, on va respecter le français. Et derrière, imaginons j'ai un patient qui arrive, il pointe à l'accueil, et derrière il y a plein de choses qui peuvent y arriver en cascade. Par exemple derrière, ça veut dire peut-être que son médecin va confirmer qu'il va recevoir les éléments de l'entretien qui va passer avec le patient. Peut-être que en parallèle, on va aussi déclencher un autre événement qui va être par exemple le pré-rendez-vous pour la mise en place dans une file d'attente pour réaliser des radios par exemple, etc., etc. Donc là, ça fonctionne vraiment dans beaucoup de cas de figure. C'est aussi très très utilisé dans le monde bancaire, dans le monde des assurances. C'est un fonctionnement, ce qu'on appelle en pub-sub, Publisher Subscriber. Donc quelque chose qui est très très pratique. Et là encore, ce qui est très intéressant, c'est que chaque applicatif va pouvoir s'y retrouver, travailler à son rythme. On le retrouve aussi en infrastructure, dans la gestion de logs, notamment en matière de sécurité. D'ailleurs, on va vouloir, par exemple, parser des logs, savoir s'il y a une alerte, et quand il y a une alerte, réaliser différentes actions. On peut retrouver ce type de fonctionnement-là également. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. Essayez de me faire des petits retours. C'est vrai que les podcasts, c'est pas si évident que ça. Parlez-en autour de vous.
partagez ces podcasts. Vous avez plein de manières de pouvoir vous abonner, que ce soit par Apple, par Google Podcast et plein d'autres manières. Vous pouvez également vous abonner par mail, puisque c'est un fonctionnement sous newsletter aussi, avec le site qui me permet de partager les podcasts. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.